Comment fait-on pour superbement ignorer 6 à 10 millions de morts, pour faire semblant de ne pas les voir? Qu'ont-on fait ces populations pour vivre un tel enfer dans l'indifférence générale de ce que l'on appelle la communauté internationale? Qu'est-ce qui explique notre indifférence face à l'enfer que vivent ces femmes, ces enfants, ces vieillards, ces jeunes mutilés, violés, même enterrés vivants, comme vont l'être ces jeunes dont je n'ose pas montrer les insoutenables images de leur exécution jusqu'au bout, tant c'est insupportable et inhumain. Pourtant, les exécutants, les tueurs du M23, filment sans vergogne, avec plaisir leurs crimes, puisqu'ils savent qu'ils n'ont rien à craindre. Leurs commanditaires les protègent et personne ne semble s'intéresser de toute façon à ces damnés de la terre. À l'est du Congo, au Kivu, la frontière avec le Rwanda, la guerre a causé environ 6 millions de morts. Certains estiment d'ailleurs que la moitié de ces morts seraient des enfants, imaginez-vous. Les femmes et les enfants sont les premières victimes de cette guerre d'agression du Rwanda et de l'Ouganda. Dans aucun coin du monde, la violence n'est aussi féroce. Tellement forte que pour une fois, je me sens de plus en plus coupable de ne pas montrer les images crues, afin que chacun mesure en conscience l'ampleur de la barbarie qui accourt dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je me suis même fait violence en publiant certaines d'entre elles sur l'application Afromédia, afin que les âmes sensibles puissent volontairement s'y rendre pour mesurer l'ampleur de la tragédie. L'ONU a enregistré plus de 90 000 cas de violences sexuelles liés au conflit au Nord Kivu en 2023. Et ça, c'est un chiffre d'une année seulement. Et pour tout le Congo, l'ONU a publié le chiffre de 123 000 viols et violences basées sur le genre en République démocratique du Congo, ce qui représente une femme qui est violée toutes les 4 minutes. Des chiffres qui font froid dans le dos et qui n'empêchent pas les grandes puissances de continuer de traiter avec les barbares. Des femmes violées et froidement assassinées devant leurs enfants et leurs maris. Des hommes avec des têtes tranchées, des bébés sortis des couveuses, tués et découpés dans les maternités, devant leur maman en pleurs. C'est depuis bientôt 3 décennies que de mauvaise grâce, je soigne les conséquences de la guerre atroce qui endeuille l'Est de la République démocratique du Congo dans un climat d'impunité et de silence de la communauté internationale. Ici, on a reçu beaucoup de civils et on a reçu beaucoup de blessés abdominaux au niveau de l'abdomen, au niveau du thorax et au niveau de la tête. L'hôpital, projet hôpital, n'a jamais connu ce type d'afflux de blessés. Il y aura le stockage qui va bientôt se terminer parce que le matériel, on n'a pas assez de matériel. La barbarie atteint des sommets. J'ai vu des enfants emmenés parce qu'ils ont été violés, des petites filles de 1 an. Nasema Mungu wewe nimeacha mikono kukichwa mtoto wangu wapinemea wao. Mungu ndaenda wapi? Mimi nje ugomeli, mimi nje evita likuyaka Mungu, Mungu nje evita M23 likuya mugoma. Namugiri kuyarasa abana basohotse hanze babiri amasasu garabafata. Ubwo natwe turasohoka turirukanga. Abo bana rero umwe ni umwana w'umuhungu w'imyaka 18 undi ni uw'imyaka 10. Des combattants scalpés et leurs têtes présentées comme des trophées. Des crimes rituels filmés et postés sur les réseaux sociaux. No community should have to endure such suffering. J'imagine une seule seconde la réaction des Occidentaux si les Russes avaient fait la même chose au moment où ils ont envahi l'Ukraine. Qu'ont donc commis comme crime les Congolais pour que leur drame soit ainsi ignoré, traité avec mépris? Ça fait 30 ans qu'on est victime de la guerre et qu'on n'agit pas. Et aujourd'hui, la jeunesse est debout pour être en première ligne. On va se mobiliser. Jusque quand le monde va-t-il accepter cette imposture sans rien dire? Sont-ils eux aussi des hommes ou des sous-hommes? Pourquoi ces populations ne méritent-elles pas la même attention que celles des autres régions du monde? Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23,
poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Avec l'aide du Rwanda, ce groupe occupe aujourd'hui une partie du territoire congolais. 5,4 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés, 1 million de réfugiés à Goma et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda présent à l'est du Congo avec son armée. Et que fait la Belgique? Rien. Rien. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? En Ukraine, on est intervenu immédiatement en votant des sanctions, en apportant un soutien militaire, on fournit des armes, mais rien par rapport au Congo. C'est ici que l'armée rwandaise ne pourrait pas se permettre ça sans le soutien de l'impérialisme américain, sans le soutien des États-Unis d'Amérique. C'est impossible, vous le savez. Vous le savez, vous regardez, parce que vous le savez, un petit pays comme ça ne peut pas intervenir chez son voisin sans un appui occidental important. À chaque action des milices, à chaque drame, une condamnation, un soutien et rien de plus. Avec la prise de Goma par le M23, nous atteignons un point de bascule. Là encore, il n'y a eu qu'un soutien à la RDC et une condamnation du M23 et du Rwanda. Hier, notre ambassade à Kinshasa et plusieurs autres ont été les cibles d'attaques inadmissibles. Pour autant, ces actes condamnables en disent long sur la perception par l'opinion locale de l'inaction de la communauté internationale face aux crimes de guerre commis en République démocratique du Congo. Le Congo, c'est trop loin, l'Ukraine, c'est à côté, ce sont nos voisins, c'est beaucoup plus facile. Et puis le Rwanda, les Rwandais sont des personnes sérieuses, ils sont considérés comme des partenaires stables. C'est un régime autoritaire avec un président élu à 99% des voix, mais un régime stable, belligérant, mais stable. Parce que surtout, on a besoin d'or, de diamants, de cobalt, de coltan. Oui, j'ose le dire, monsieur le ministre, nous sommes restés silencieux. Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Et quand la Russie envahit l'Ukraine, l'Union européenne parle du droit international, à juste titre. Mais quand son allié rwandais viole la souveraineté congolaise, commet des massacres, elle soutient. Comme quand Israël occupe la Palestine, le Liban, la Syrie, l'Union européenne se range du côté de l'agresseur. Et ça, ce n'est pas la première fois. Le Rwandais est en train de récidiver dans le bombardement des camps des réfugiés et le monde reste silencieux. Encore une fois, le Rwanda, à travers ses marionnettes du M23, a pris la ville de Goma. Une énième occupation qui était, c'est vrai, attendue, puisqu'il faisait le siège de la cité minière depuis un moment déjà. Le M23 a encerclé Goma progressivement depuis 2024 et il contrôlait en effet les 2 principales routes d'accès au nord et à l'ouest de la ville de Goma depuis déjà plusieurs mois. Au moment où j'enregistre cette chronique, malgré le cessez-le-feu, les troupes du M23 continuent leur inexorable avancée vers l'autre ville minière, celle du Sud Kivu, frontalière avec le Rwanda, Bukavu. Et avec la même mauvaise foi, le président rwandais fait semblant de ne pas être à l'origine de cette nouvelle prise de Goma. M23 are not Rwandans, please. These are Congolese. L'argument est le même depuis des décennies. Pour lui, les soldats qui ont pris Goma ne sont pas rwandais, mais bien congolais. Pas question de reconnaître son soutien à ceux qui tiennent Goma aujourd'hui. You have the whole international community just confused. They talked about Rwanda, they talked about the Nairobi process. Honestly, even here, maybe you will help me understand what all this means. Ben voyons. Cette fois-ci, contrairement aux précédentes occupations, les images et les témoignages ont beaucoup circulé. Il faut dire que les troupes rwandaises entrant dans Goma ne se sont pas faites discrètes. Cela ne trompe plus personne. Sacrifier au peuple congolais, tuer des millions de gens, sous prétexte qu'il y a une menace. Est-ce que cela ne peut pas être réglé sans verser le sang des innocents? Même les alliés traditionnels, sous pression, se désolidarisent, du moins officiellement. Le morceau est beaucoup trop gros. La France condamne fermement l'offensive menée par le M23 et soutenue par les forces armées rwandaises.
Elle porte atteinte à l'intégrité territoriale et à la souveraineté congolaise. Elle aggrave une crise humanitaire qui est d'ores et déjà la deuxième, la plus grave sur toute la planète, en ayant provoqué depuis le début de l'année plus de 400 000 déplacements de population, après les 2 millions de personnes déplacées l'année dernière, et en mettant à rude épreuve les forces onusiennes, la MONUSCO, qui sur place protège les populations civiles et dont 3 casques bleus ont d'ores et déjà payé de leur vie leur engagement au service de leur protection. Chose suffisamment gênante pour Paris, obligé de condamner son principal allié de la sous-région. Ils sont un certain nombre également, les personnalités du monde entier, à dénoncer ce coup de force, cette occupation de Goma. Lui, souvent montré comme modèle pour le développement de son pays, doit faire face à sa réalité, aux mensonges qu'il a vendus jusque-là avec un certain succès. Monsieur le ministre, on condamne, mais il manque l'essentiel. C'est-à-dire que, rien que pour vous rappeler, l'Union européenne finance à hauteur de 20 millions l'armée rwandaise pour intervenir au Mozambique. Sans aucune garantie ni aucun contrôle que ce financement n'aille pas ailleurs. Un groupe d'experts des Nations Unies a constaté qu'en 2023, le Rwanda a enregistré une hausse sans précédent de ses exportations de coltan, une augmentation de 50% par rapport à l'année précédente. Et chaque mois, par exemple, M23 fait passer en contrebande 150 tonnes de coltan de la localité congolaise de Rubaya, occupée par eux, vers le Rwanda. C'est un pillage sans équivalent. 5,4 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés, 1 million de réfugiés à Goma, et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda présent à l'est du Congo avec son armée. Il ne s'attendait manifestement pas à une telle levée de bouclier. Sa réponse est tellement peu convaincante que l'on est surpris que cela vienne de lui, traditionnellement très à l'aise devant la presse avec des arguments chocs. Today, on the 3rd of February, does Rwanda currently have any troops at all in Eastern DRC? I don't know. You're the commander-in-chief. Yeah, there are many things I don't know. Reconnaissez que c'est un peu gros pour celui qui suscite tant l'admiration de nombreux Africains. Il ne sait pas si ses soldats sont sur le sol congolais. Cette réponse, je voulais dire cette gêne, vient essentiellement du fait que les images des soldats rwandais dans le sillage du M23 ont tellement circulé qu'il devient ridicule de le nier. Surtout que toute cette implication est abondamment documentée par les institutions internationales, notamment les Nations Unies qui sont sur le terrain. Les rapports indépendants des ONG et même des agences des renseignements occidentales ont documenté les soutiens directs du Rwanda au M23, y compris les assistances militaires et la coordination logistique. Les Nations Unies ont constaté que le Rwanda ne livre pas seulement des armes ou de l'argent, mais a même des soldats sur place. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a d'ailleurs appelé le régime rwandais de Kagame à cesser de soutenir le M23 et à se retirer du territoire de la République démocratique du Congo. So, but we have to make sure we survive any storm that blows across our country. On le prendrait presque pour la victime. Cette énième invasion vient mettre plus à nu le visage de ce personnage qui, pendant ces 30 dernières années, aura été l'un des meilleurs communicants de la planète. Ils sont des millions, les Africains, à saluer la gestion de son pays par ce militaire, arrivé aux affaires dans des conditions troubles en 1994, à la faveur de ce que la planète a appelé le génocide des Tutsis rwandais. Ils sont des centaines de milliers à montrer en exemple sa gestion aux autres dirigeants africains. Tant le capitaine Paul Kagame a transformé le visage de son pays en un Eldorado où de nombreux Africains se déplacent désormais presque en pèlerinage. Les investissements y sont importants dans le domaine de l'éducation, de la santé, des infrastructures et de la tech. Difficile de ne pas être admiratif de la transformation du Rwanda pendant les 3 dernières décennies. Une façade illustre bien cette volonté de transformation. Tel un phénix renaissant de ses cendres, Kigali a surmonté son passé sombre pour devenir l'une des villes les plus attrayantes et sûres en Afrique, ainsi que l'une des fiertés du Rwanda. Et plus ingénieux, le président rwandais s'est fait accompagner par des puissants cabinets de communications anglais qui polissent son image et le rendent plus populaire, plus propre, avec une présence très appréciée dans les grands stades de football, aux côtés des plus prestigieuses équipes, avec le fameux concept Visit Rwanda. Le Rwanda sponsor des grands clubs de football, le Paris Saint-Germain,
Arsenal, Bayern de Munich, que de gros, que de grands espaces. Le Rwanda, ça donne envie. Une source story qui masque malheureusement une véritable tragédie. L'envers du décor est des plus sombres. J'ai un peu de mal à mettre à mal cette image positive de l'Afrique qu'il a réussi à véhiculer à travers le monde. Mais on ne peut envisager un seul instant de sacrifier des millions de vies pour la seule raison de sauver l'image d'un pays et d'un homme. On doit arrêter cette imposture qui coûte cher en vie humaine et qui cache une collaboration forte avec le colonisateur européen et l'impérialiste occidental auquel on se dit opposé. The only president I love in Africa is president of Rwanda, Mr. Kagame. He has made a lot of developments in Rwanda. C'est quoi la vérité? Kagame est un génie ou un démon? Pour développer son pays, le président Paul Kagame, aux affaires depuis 1994, 31 ans déjà, conscient de la pauvreté de son terroir, de 14 millions d'habitants sur un peu plus de 26 000 km², c'est-à-dire une densité de 445 habitants par kilomètre carré, a fait le choix cynique, stratégique, froid, de faire comme les Occidentaux, en prenant sa part de minerais par la force chez son immense voisin qui en a à profusion. En réalité, pour bien comprendre cette situation ubuesque dans l'est de la RDC, qui oppose un géant de la taille de l'Union européenne à un petit pousset dont la superficie n'est même pas celle de la capitale Kinshasa, il faut absolument, j'allais dire comme d'habitude dans ce type de situation, s'appuyer sur l'histoire. Elle nous éclaire beaucoup mieux. Je vais vous épargner de remonter jusqu'au début du XXe siècle où, après la défaite de l'Allemagne dans la Première Guerre mondiale en 1917, ces colonies ont été partagées aux vainqueurs. Ainsi, pendant que le Togo et le Cameroun étaient remis à la France et à la Grande-Bretagne, le Rwanda et l'Urundi étaient remis à la Belgique, qui va la fondre d'abord dans le Congo. Remonter jusque dans ces périodes serait beaucoup trop long. On va se contenter de remonter seulement à 1997, puisqu'ici, l'histoire semble se répéter. Vous pouvez d'ailleurs revivre dans le détail cette histoire du Congo dans le coffret vidéo Archives d'Afrique consacré à Laurent-Désiré Kabila. Il remonte le temps et fait mieux comprendre ce qui se passe depuis les indépendances dans cette région de l'Est du Congo. Vous pouvez vous le procurer sur les plateformes Afromédia. Toute l'idée était de réunir tous ces Zaïrois qui venaient d'endroits différents, avec des histoires différentes, et de trouver un moyen qu'ils fassent cause commune. On voulait essayer de les impliquer ensemble dans une sorte de mouvement politique organisé, capable d'articuler un programme et même de justifier la guerre qui commençait au Zaïre. Mais entre eux, ils ne se connaissaient pas. Il fallait donc qu'un Rwandais qui les connaît soit présent à leur première rencontre pour faire les présentations. Ce jour-là, dans le bureau de James Kabarebe, je suis arrivé le premier avec mon équipe de l'ADP. Après, il y a une jupe militaire qui est arrivée avec deux hommes. D'abord, c'était Kabila. C'était la première fois que je le voyais physiquement. J'ai vu un homme qui était en sandales, un vieux, mais qui semblait boiter, avec une tête rasée. Mais je me suis dit, c'est lui, Kabila. Je les ai présentés un par un. Et j'ai introduit l'ordre du jour, c'est-à-dire la libération du Zaïre et la guerre contre Mobutu. Lorsqu'en 1997, le président Paul Kagame et son homologue ougandais Yoweri Museveni choisissent Laurent-Désiré Kabila pour prendre d'assaut le régime du président fondateur Mobutu Sese Seko Kuku-Bwendu Wazabanga, officiellement, l'objectif principal pour les deux chefs d'État est de sécuriser leurs frontières où se sont réfugiés un nombre important de génocidaires. Les anciens phares, les forces armées rwandaises, les fameux FDLR, mais également les réfugiés qui ont survécu au massacre dans les camps à la frontière rwandaise. Il s'agit donc d'abord de sécuriser toute la bande de la frontière Est. L'inexorable montée de l'AFDEL vers Kinshasa, qui traverse tout l'Est du pays volant de victoire en victoire, va considérablement changer les objectifs. Les dirigeants rwandais rencontrent dans cette région un extraordinaire trafic qui existait déjà et qui était tenu par des aventuriers de tout poil venus des quatre coins du monde. Ils vont aussi se mettre à table. La région est particulièrement riche en minerais. Il faut en profiter. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui, dès 1998, va diviser les alliés de la conquête du pouvoir de Kinshasa. Jusqu'à un moment donné, on nous a dit, voilà, vous rentrez, nous payons
ce que nous devons payer. En fait, quand Mzee a demandé, d'abord c'était aux Angolais, sans qu'ils commettent une seule gaffe, sans qu'ils réclament un seul centimètre de la portion congolaise, un seul centimètre des mines. Les Angolais sont partis. Et c'était des enfants congolais, des tigres nationalisés congolais. Ils sont partis. Il n'y a qu'une partie qui est restée. Mais les Rwandais continuent à tuer. Je me souviens, j'étais juste à proximité d'ici, un complot pour tuer Mzee. Bien avant. On les désarme à 4 h du matin, on prend des bazookas, on prend tout cela. Alors Mzee dit, bah, vous rentrez, messieurs. Et c'est moi que Mzee a envoyé pour aller voir James, et plutôt Kagame, au Rwanda. Je suis allé voir le président Kagame. Je me rappelle, j'étais avec Azali Niembwe. Je lui ai dit, Mzee voudrait que votre armée rentre. Il m'a dit, mais j'ai toujours dit ça à Mzee. Mais c'est lui qui avait insisté qu'il puisse arriver jusqu'à Kinshasa. Entre Kigali et Kinshasa, en cette année 1999, rien ne va plus. Et le président Laurent-Désiré Kabila, qui en a assez du comportement violent, arrogant et prédateur de ses protecteurs d'hier, ne va plus prendre les gants pour dénoncer le pillage dont fait l'objet son pays. Il va d'ailleurs se rendre directement à Kigali pour exprimer son mécontentement. Le Congo actuellement est en train d'être saigné à blanc. Les fraudeurs font traverser des centaines de kilos d'or par semaine, en passant par le Rwanda vers l'extérieur. Nous avons tissé des liens d'amitié et de fraternité, mais l'amitié, il faut toujours l'entretenir. L'idée de la rupture, le président Paul Kagame ne peut l'accepter ainsi. Pas envisageable. Désormais, les alliés d'hier vont s'affronter. Le Rwanda et l'Ouganda vont susciter des rébellions pour s'attaquer au régime de Laurent-Désiré Kabila. C'est dans ce climat que va naître le fameux M23. Les autorités ougandaises et rwandaises expliquent leur action, leur agression par le désir de sécurisation de leurs frontières. Ils accusent la RDC d'héberger les rebelles Hutus du FDLR, qui selon eux feraient des incursions dans leur territoire, qui selon eux rêvent de vengeance et de reconquête. Les anciens génocidaires n'étaient pas inquiétés. Ils circulaient librement. D'autres opposants à mon propre gouvernement venaient du Soudan se réfugier en toute impunité au Congo. Somebody made a very big mistake and ordered whoever did it without order and spent some hours sharing our territory in Cyangugu and killed people. I cannot be specific about or detailed in the kind of response that is going to be, but certainly logically that means if you slap me in the face before I hit back, I've got to fight. I may not hit in the face, I may hit somewhere else, so I have to think and see where I'm going to hit. Il n'y a pas de rebelles. Je vous ai dit que ce sont les Rwandais. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue pour que vous compreniez que ce sont des Rwandais? Ces messieurs ont trouvé trop de miel ici, qu'ils veulent revenir. Ils ne veulent pas quitter ce pays. Si seulement ils voulaient rester dans ce pays en respectant les autochtones. Nous étions ceux qui avaient porté Kabila, et il n'était pas question que nous abandonnions le terrain. Kagame et Godefroid Museveni voulaient un cordon sanitaire autour de leurs frontières les plus proches vers le Congo. Avec quel but? C'est pas simplement un mur pour endiguer les raz-de-marée des Interamwe qui n'avaient pas le moyen pour entrer au Rwanda. C'était plutôt des richesses naturelles. Nous n'avions pas porté Kabila au pouvoir juste par altruisme, mais parce que nous avions des intérêts dans cette affaire. Ceci a le mérite d'être clair. Ils ne faisaient pas la guerre par altruisme. Ce n'était pas cadeau, comme on dit à Abidjan. En gros, ils vont se payer sur la bête. En entretenant au passage des milices, des groupes militaires qui vont s'installer sur d'importants carrés miniers. Et cela, tout le monde le sait et laisse faire. La communauté internationale détourne le regard. Les États-Unis étaient trop pro-rwandais.
Vous parlez contre les Rwandais, les Américains ne vous écouteraient pas. Que ce soit les ONG, que ce soit les politiques, personne ne pouvait vous écouter à l'époque. En réalité, les nations occidentales, dans cette fin de la décennie 90, éprouvent de la gêne à sanctionner le Rwanda. Le sentiment de culpabilité qu'ils éprouvent vis-à-vis de lui les contraint à garder le silence. L'ombre du génocide de 1994 plane sur le drame qui se joue dans ces années-là dans l'est du Zaïre, qui est devenu la RDC. Personne à l'international ne se risque à attaquer Kigali ou Kampala pour cette incursion, cette agression de leurs grands voisins. L'argument de Paul Kagame, qui a réussi à les culpabiliser elle-même. Nous éloignons les FDLR, les génocidaires de nos frontières. On se bat pour qu'ils ne recommencent pas. La sécurisation de nos frontières est vitale. Nous nous protégeons de notre génocide. Un argument qui fait mouche, puisque personne n'ose le contrarier. Même lorsque le président Laurent-Désiré Kabila, qui jusque-là refusait de faciliter les enquêtes sur les meurtres et les charniers qui ont accompagné son accession au pouvoir, se met à table et évoque les crimes commis par ses alliés rwandais. Maintenant que le divorce est consommé, les langues se délient. Le débat se concentre sur la capacité du musée à diriger cette alliance un peu envahissante qu'il a installée au pouvoir, sur sa marge de manœuvre pour faire comprendre à ses soutiens qu'il est temps pour eux de lui laisser les commandes. Il faut urgemment trouver une réponse à ces questions. Surtout que de plus en plus, la communauté internationale et les organisations de défense des droits de l'homme accusent le mouvement de libération de centaines de milliers de crimes commis lors de la conquête pendant la marche sur Kinshasa. On commence même à parler de génocide. C'est vraiment une période de souffrance. On a perdu beaucoup de membres de la famille. Il y a un village appelé Musekera, dans lequel je suis né. Alors, on a exterminé tous ces villages. Tout le monde, on les a exterminés. Les membres de la famille, on les a exterminés. Et je ne reste que moi avec la maman qui est restée seulement. On ne connaissait pas tout ce que les militaires faisaient. On ne connaissait pas tout. Même le musée ne connaissait pas tout. Les Rwandais, sans consulter le musée, en étant ici, en poursuivant ce que vous appelez les interamouins, ils avaient massacré des villages, de communautés de réfugiés entières, et à l'Équateur, et à Kisangani, et à l'Est. Mais le Rwandais, c'est un comportement aberrant. C'est nous qu'on accuse d'assassiner les Tutsis, mais on ne l'a jamais fait. Et que dire de ceux qu'ils ont déportés à Bukavu, les nôtres? Qui connaît où ils sont? Ces gens-là aiment le sang. Il a bien dit, le génocide, ce n'est pas congolais. Ce n'est pas dans notre tradition. Rappelez-vous de Macron, on enterrait les femmes vivantes. C'était atroce. Mais personne ne voulait comprendre. Personne. C'est documenté. Nous sommes en 1999 et le sentiment est déjà celui-là, celui de ne pas être compris de la communauté internationale lorsqu'il parle. Pourtant, le rapport des Nations Unies va bien documenter ces tueries, ces massacres commis par les forces rwandaises et ougandaises qui ont accompagné Laurent-Désiré Kabila aux affaires. 30 ans plus tard et des dizaines de rébellions suscitées après, nous sommes dans la même situation dans l'est du Congo. Et ce qui se passe aujourd'hui avec la nouvelle agression est toujours fait sous le même alibi. Le Rwanda, qui entre-temps s'était fâché avec son partenaire ougandais, s'est réconcilié avec lui. Et ils évoquent le même argument. Ils se protègent des FDLR actifs au Congo qui menacent leur sécurité. Les FDLR ne représentent pas une menace très significative. L'autre raison qui est sans doute plus importante, c'est en effet le contrôle de certaines zones et de certaines ressources naturelles via des groupes armés qui servent en fait de sorte de gardiens ou de milices pour contrôler des zones où il y a des échanges commerciaux importants. En réalité, chacun est conscient du fait que l'influence du FDLR, si vraiment elle existe, ne représente pas une menace réelle pour le Rwanda. Ce qui se joue ici est très clairement lié aux richesses minières dont regorge le sous-sol de l'Est de la RDC. Cela ne trompe personne. Le Rwanda est clairement l'un des principaux bénéficiaires de cette importante manne et du chaos ambiant qui règne dans cette région. Un peu abandonné, il faut le reconnaître, par le pouvoir central de Kinshasa, aux Chinois, aux Libanais, aux Indiens et autres aventuriers. Soyons sérieux.
Lorsque l'on sait que le Rwanda est classé parmi les producteurs mondiaux d'or, alors qu'on sait qu'il ne possède même pas une mine d'or, on se demande d'où il tire son or. On se demande où il tire également le coltan et le cobalt qu'il vend sur le marché mondial. Ce n'est un secret pour personne, il vient entièrement de la RDC. L'importance de cette manne pour le Rwanda, qui sait mieux se projeter et mieux anticiper que son grand voisin congolais, est telle qu'il a carrément construit des infrastructures lourdes pour transformer ces minerais. À la manière très méthodique et très pragmatique du président Paul Kagame, le Rwanda s'est doté d'une raffinerie d'or pour 5 millions de dollars, avec une capacité de 6 tonnes par mois. Elle est opérationnelle depuis mars 2019. Le Rwanda a une raffinerie aujourd'hui de coltan, mais le Rwanda n'a pas de coltan dans son sol. Le Rwanda est en train de construire une raffinerie moderne d'or pour toute l'Afrique australe. Écoutez, soyons quand même sérieux. Les minerais pèsent pour beaucoup dans l'économie rwandaise. La géographie du budget du Rwanda est simple. Mais c'est un pays d'une fragilité extrême. 50% du budget provient de l'aide internationale. L'aide internationale qui est essentiellement déversée parce que le régime a réussi à culpabiliser l'opinion mondiale à propos du génocide. Donc, si vous voulez, c'est une sorte, entre guillemets, ce que certains ont appelé, une sorte de rente génocidaire que reçoit le régime de Kigali. Et les 50 autres pourcents proviennent du pillage des ressources du Congo, du Kivu et toute la région périphérique du Kivu. Imaginons deux choses. Un, qu'il y ait un retour d'un pouvoir relativement fort en République démocratique du Congo et que Kinshasa réussisse à reprendre le contrôle du Kivu et de ses provinces orientales. Le Rwanda perdrait du jour au lendemain 50% de ses revenus. Et imaginons qu'il y ait une révolution au Rwanda, imaginons que l'histoire officielle du génocide soit écrite d'une manière ou d'une autre, et qu'il ne soit pas forcément favorable au sens de l'histoire officielle telle qu'elle est décrite et avancée par le régime de Kigali, eh bien le Rwanda n'existerait plus. Sérieusement, même si l'on peut être admiratif du prodigieux développement que connaît le Rwanda, même si l'on peut quelque part saluer le fait qu'il dépense ses sommes pour le bien-être de son peuple, il faut reconnaître que le Rwanda ne génère pas les revenus qu'il dépense. C'est justement cette image de sérieux, de rigueur qu'il affiche, qui donne envie aux autres de traiter avec lui. Mais à la vérité, ce qui développe ce pays des montagnes, c'est l'argent des minerais du sang volés en RDC au prix de millions de vies et de déplacés. I invite you, we'll show you where we mine coltan. But Does Rwanda export any other minerals that are smuggled from Eastern DRC? I don't know about that, because that in any case can't be the problem. Et désormais, devant les accusations, le maître de Kigali pointe lui aussi du doigt ceux qui en bénéficient. En gros, le voleur met aussi, sans sourciller en accusation, le wrestler. The people who are benefiting from minerals of Congo more than anybody else are South Africa and these other Europeans who are making noise about it. La grande nouveauté est que le Rwanda est devenu, malgré le fait que l'on sait qu'il vole des minerais chez le voisin congolais, un exportateur très officiel des minerais, déclarant même très soigneusement ses productions sur le marché mondial. Figurez-vous que le Rwanda est devenu, sans en posséder, le premier exportateur mondial de coltan. Pire, l'Union européenne, comme les Américains et autres grandes puissances, ont poussé le vice tellement loin que le vieux continent, pourtant conscient de l'origine douteuse des minéraux, a signé des contrats bien officiels avec le Rwanda pour lui fournir des matériaux rares, dont elle connaît pourtant la provenance. Vous avez dit que selon vos informations, l'accord avec le Rwanda était un accord exemplaire. Je pense qu'on n'a pas les mêmes lectures. Je me permets de vous rappeler le rapport publié en juin dernier, c'est-à-dire il y a 5 mois, par l'Organisation des Nations Unies. Ce rapport dit quoi? Ce rapport dit que tout simplement les troubles dans la région du Kivu sont financés par le Rwanda pour voler des matériaux qui nous revend. C'est-à-dire en clair que, sans le vouloir peut-être, on finance un receleur et un criminel. Alors ma question est très simple. L'accord dit on garantit la traçabilité, mais on garantit rien. La traçabilité, c'est simplement déclaratif. Mais celui qui est là, je vais voler votre montre, et puis je vais la revendre, et je dirai, cette montre, elle est à moi. Eh bien, c'est exactement ce que fait le Rwanda. Il n'y a strictement rien de sérieux. Et donc, je vous demande simplement si vous êtes prêts à modifier cet accord pour garantir enfin une traçabilité, pour faire peut-être que ces troubles en Afrique, qui ont déjà fait des milliers de morts, s'arrêtent. Je vous remercie. Dans la fièvre des minéraux rares nécessaires à la transition énergétique, on s'assied sur toutes ces valeurs et la morale.
On traite au besoin avec le pilleur. La Commission européenne, en fait, a été signé cet accord et a encouragé le Rwanda à piller, à intensifier le pillage des richesses congolaises. Quand vous achetez un produit chez un reseller, vous êtes vous-même coupable du vol. Aucun observateur international sérieux n'explique que le soutien du Rwanda aux milices qui ravagent l'Est du Congo autrement que par son appétit pour les ressources minières de cette région. Il convient donc que ce Parlement interpelle au plus vite la Commission européenne pour qu'elle s'engage enfin à ne pas alimenter l'un des pires conflits au monde en soutenant le régime de Kigali qui viole et pille le Congo en toute impunité. Hier encore, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda. Un accord sur quoi? La gestion durable des matières premières. Nous y sommes. Le coltan, le cobalt, le nickel, le diamant, le cuivre. Voilà la raison pour laquelle la Belgique n'intervient pas. Business. Il y a aujourd'hui des protocoles d'accord entre l'Union européenne et le Rwanda, le protocole sur les minerais stratégiques signé, des accords favorables à l'Union européenne et le Rwanda. On aide le Rwanda, des accords entre l'armée rwandaise et les institutions européennes. Et pourquoi? Pourquoi tant d'hypocrisie? C'est ça la question qui est posée aujourd'hui par les peuples africains et par le peuple congolais. C'est pas du Rwanda que viennent les diamants, c'est pas du Rwanda que vient le cobalt et tout. Tout ça vient de l'Est du Congo. Malgré ces faits, le Rwanda continue de recevoir l'aide internationale et demeure un partenaire de choix pour les puissances mondiales. Tous les partis traditionnels belges ont voté contre pour le maintien de ce partenariat stratégique. Pourquoi? Business. Les minerais, le cobalt, le coltan, le cuivre, les minerais, business, business, business. C'est pour ça que vous ne voulez pas intervenir. Il est nécessaire de mettre fin au pillage des ressources naturelles et au trafic illégal et criminel des minerais de la République démocratique du Congo par les Rwandais en complicité avec des entreprises occidentales et internationales. Ce cri du cœur du prix Nobel, médecin au chevet de toutes ces femmes mutilées, a du mal à être entendu par la communauté internationale dont l'intérêt est surtout de sécuriser les approvisionnements en minéraux pour leur transition énergétique. Elle n'a manifestement pas intérêt à ce que la RDC soit en paix. C'est bon pour le business. On ne peut pas parler de la transition énergétique sans parler du cobalt congolais. On ne peut pas parler des nouvelles technologies, nos smartphones, nos laptops, sans pouvoir parler du coltan tantalum congolais. Il est temps que ces ressources puissent servir l'humanité de manière propre. Le cobalt et le coltan, ce sont des minerais essentiels pour les multinationales européennes qui servent entre autres pour les smartphones, les batteries, mais qui sont aussi utilisés dans l'industrie de la défense, dans la transition verte, l'aéronautique. Et donc le Kivu contient 60% des réserves mondiales de coltan à lui tout seul. Imaginez-vous l'importance stratégique de cette région. Le Rwanda, à qui on a sorti le carnet d'échecs, à qui on sous-traite les guerres sur le continent au moment où l'Europe y est au plus mal, est chargé de la basse besogne. C'est pourquoi elle accélère l'occupation de cette zone particulièrement riche de l'Est du Congo qui doit lui fournir de la matière à vendre. Imaginez que la mine de Rubaya, dans le territoire du Massissi, dans le Nord Kivu, où nous nous sommes rendus il y a 2 ans, est la mine de coltan la plus productive du monde, avec ses 120 tonnes par mois. Elle est désormais tenue par les forces rwandaises et le M23. Elle fournit du coltan avec en substance secondaire du cassitérite, du wolfram, de l'or et des terres rares. Cette mine rapporte au bas mot 800 000 $ par mois. On estime que l'essentiel de son financement vient des taxes qu'il prélève sur les minerais, 800 000 $ environ par mois. Donc ça constitue le cœur financier du M23, plus évidemment d'autres ressources diverses et variées. À Walikale, où nous nous sommes également rendus, et désormais aux mains du M23, on trouve de l'or, du nobium, minerai très rare et absolument indispensable dans l'industrie de l'armement de précision, du thorium, du tantal et des terres rares. Voilà des butins de guerre particulièrement juteux que tient désormais le Rwanda sur le sol de la RDC. Il faut sécuriser ces minerais qu'il a plus ou moins déjà gagés au nez et à la barbe du propriétaire. Une source de revenus inestimable. En février 2024, la Commission européenne va signer cet accord sur les matières premières avec le Rwanda. Et à peine 2 mois plus tard, en avril 2024, le M23 occupe la localité de Rubaya,
qui représente 15% de la production mondiale de coltan, minerai stratégique. Chaque mois, aujourd'hui, 150 tonnes de coltan passent de là-bas vers le Rwanda, dans les mains, sans doute, de multinationales. Alors beaucoup se demandent comment un petit pays comme le Rwanda, dont la superficie n'est même pas celle de Kinshasa, peut-il ainsi mener la vie dure au Grand Congo démocratique, dont la superficie est supérieure à celle de l'Union européenne. C'est le grand paradoxe. Le Rwanda, ce n'est pas une puissance, ni nucléaire, ni militaire. C'est puisque tout simplement, le Congo se trouve dans un état de faiblesse, un chaos organisé depuis 3 décennies. Ce n'est pas qu'une question entre Congo et Rwanda, c'est que le Rwanda reçoit le soutien de l'Occident, des États-Unis, mais aussi de l'Europe. Chaque année, l'Union européenne offre par exemple des dizaines de millions d'aides à l'armée rwandaise. La Pologne a même promis toutes les armes, toutes les technologies militaires dont le régime aurait besoin. Et dans le cadre du programme Global Gateway, l'Europe a promis des investissements de 900 millions au Rwanda. Et cerise sur le gâteau, en février 2024, l'Union européenne a signé un protocole d'accord privilégié sur les matières premières avec le Rwanda. Comment est-ce possible? Quand la Russie envahit l'Ukraine, à juste titre, c'est la condamnation. Ce sont les sanctions, ce sont les livraisons d'armes à l'Ukraine, mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, rien. On n'aide pas. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? La vie d'une Congolaise ne vaut pas la vie d'une Ukrainienne? C'est la question que tous les peuples d'Afrique se posent. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? L'armée rwandaise ne pourrait pas se permettre ça sans le soutien de l'impérialisme américain, sans le soutien des États-Unis d'Amérique. C'est impossible, vous le savez. Vous le savez, vous regardez, parce que vous le savez, un petit pays comme ça ne peut pas intervenir chez son voisin sans un appui occidental important. À la vérité, Kigali, pour des raisons que nous avons évoquées un peu plus tôt, bénéficie d'un soutien quasi aveugle de la communauté internationale qui manifestement préfère dealer avec Paul Kagame qu'avec Kinshasa. Paul Kagame, sous ses airs austères, méthodiques et déterminés, sait y faire. C'est ce qu'on va enfin soutenir le peuple congolais, soutenir dans l'intégrité territoriale de ce pays. Ne pas appliquer le 2 poids 2 mesures. Quand ça nous arrange, on ferme les yeux parce qu'il y a de l'argent. Et quand ça ne nous arrange pas, on intervient aussi parce que là aussi il y a de l'argent. Les droits humains, ce n'est pas une géométrie variable. Alors, n'est-il pas temps, Monsieur le Ministre, d'aller au cœur et au fond du problème, c'est-à-dire de prendre enfin des sanctions ciblées contre le M23 et surtout contre les 2 pays qui le soutiennent et l'arment depuis bien trop longtemps, à savoir l'Ouganda et le Rwanda. If we fail to respond decisively, we will not only betray the people of Congo, but also weaken Europe's own strategic interests. Jusqu'à quand le Rwanda continuera-t-il d'abuser votre respect et de votre autorité? Je relaye et je fais au nom de 95 parlements francophones l'appel solennel à ce qu'il y ait des sanctions. Ce serait l'honneur de la France d'être à la tête de demandes de sanctions contre l'Ouganda et contre le Rwanda. Ce serait son honneur. Vous aurez remarqué la réticence des grandes puissances européennes, notamment à prendre les sanctions contre le régime de Kigali. Le tout n'est pas de condamner du bout des lèvres, c'est d'adopter des mesures pour mettre fin à cette agression. On en est loin pour le moment. Il aura suffi que la Russie franchisse la frontière de l'Ukraine pour que les grandes puissances sortent la grosse artillerie pour voler au secours de l'Ukraine. Qu'elles déploient toutes les stratégies pour calmer les ardeurs de Moscou. Dans le Financial Times, l'expert Jason Stearns est clair. Cette guerre pourrait se terminer relativement rapidement. Il rappelle qu'en 2012, en fait, le M23 avait été battu. Et ce n'était pas seulement à cause de l'action de l'armée congolaise et de ses alliés du Sud, qui avaient battu militairement le M23. C'est aussi parce que les soutiens internationaux du régime rwandais avaient suspendu son financement. Et que donc, eux, ils avaient dit, voilà, à cause du rôle que vous jouez au Congo, ben on ne va plus vous financer. Barack Obama avait appelé Kagame pour lui dire d'arrêter le M23. En d'autres mots, si l'Occident aujourd'hui ne sponsorisait pas cette guerre, elle pourrait prendre fin très rapidement. Et on pourrait éviter, on aurait pu éviter déjà beaucoup de ces morts, beaucoup de ces victimes innocentes aujourd'hui en Congo. On est loin de cette option qui consisterait à voler au secours de la RDC. The situation in the Democratic Republic of the Congo is getting worse. Even though President João Lourenço has been mediating the conflict between Rwanda and the Democratic Republic of the Congo because he wants to bring peace and stability,
the situation is really bad right now. I want to hear from Ms. President if you have any plan in the future to bring peace in the Democratic Republic of the Congo. You're asking me a question about Rwanda, and it is a very serious problem, I agree, but I don't think it's appropriate right now to talk about it, but it is a very serious problem. Le président américain préfère ainsi botter en touche. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Il préfère prioriser dans le même temps sur le projet de son ami Elon Musk, qui l'a convaincu de mettre la pression sur l'Afrique du Sud afin qu'on remette des terres aux fermiers blancs d'Afrique du Sud, dont est originaire le patron de X, l'homme le plus riche du monde, nostalgique de la période de l'apartheid. On met aussitôt en toute absurdité l'Afrique du Sud sous sanction américaine. La question congolaise, pendant ce temps, est superbement ignorée. Ceci illustre l'injustice dont est victime le Congo sur ce coup de ses richesses. C'est difficile pour moi, qui ne crois pas à la malédiction du sous-sol, de voir à quel point cela peut par moments représenter une réelle source d'instabilité. Tellement d'indices laissent voir qu'une RDC stable et pacifiée n'est pas la priorité des grandes puissances occidentales. La guerre, les massacres, la déstabilisation à l'est du Congo arrangent bien ceux qui veulent voler les richesses naturelles, les matières premières du Congo. Pour des minerais, monsieur le ministre, oui, vous m'avez bien entendu. Pour que nous puissions rouler dans nos belles voitures électriques, pour que nous puissions utiliser nos smartphones. Il y en a qui rêvent d'occuper durablement l'est du Congo en coupant le Congo en petits bouts. C'est ce qu'on appelle communément la balkanisation, pour mieux voler les richesses et les ressources du Congo au profit des multinationales occidentales. Les puissances occidentales ne pensent pas à votre bonheur, elles ne pensent qu'à une seule chose, c'est l'exploitation de votre sous-sol. We should grow, we should work with each other, we should work together to fulfill this dream of our continent. I was born here, I grew up in Uganda, my wife was born in Burundi, we met in Kenya, and we are here. So, Africans, that's who we are. We are brothers, we are sisters. We are each other. I am you, you are me. Mais comment le chantre du panafricanisme, celui qui mettait en place la ZLECAf, la zone de libre-échange économique, qui a supprimé les visas pour les Africains venant au Rwanda, qui à toute occasion dénonçait l'attitude impérialiste de l'Occident, est-il devenu leur serviteur dans cette sous-région? Comment est-il devenu celui qui signe des contrats avec l'Union européenne pour piller son voisin et fragiliser l'Afrique? Comment celui qui a placé le Rwanda sur la carte du monde est-il devenu le porte-flingue des Européens, menant des guerres pour eux par procuration sur son continent? En Centrafrique, où il tient en respect le président Touadéra, et au Mozambique, où il combat à grands frais les islamistes pour le compte des Occidentaux. Ceci nous interroge sérieusement. Comment croire en sa sincérité désormais? Mais une chose est certaine, il a signé un contrat pour vendre des minerais qu'il ne possède pas. Ce qui signifie qu'il va fatalement les piller chez son voisin. Mais si le Rwanda et l'Ouganda éprouvent autant de facilité à s'approprier les minerais du Congo, ce n'est pas que la faute des autres. Le mal à l'intérieur du pays est profond. On se demande par moments si les responsables, si les nombreux citoyens congolais, pour utiliser l'expression que préférait l'ancien président fondateur Mobutu, aiment vraiment leur pays. Les nations étrangères qui déstabilisent la RDC s'appuient toujours sur les nationaux pour le faire. En raison de leur cupidité, de leur haine fratricide, mais également de leur soif du pouvoir. C'est toujours sur eux que l'on s'appuie pour déstabiliser leur pays et le couper en petits morceaux. Nous allons continuer la marche de libération jusqu'à Kinshasa. Watoto wa Goma, munataka tuishie hapa? Munataka twende wapi? Bis repetita. On a l'impression d'entendre Laurent Désiré Kabila qui prenait la même ville en 1996 à la tête de la très hétéroclite AFDEL, qui, sur un malentendu, l'a conduit jusqu'à Kinshasa. C'était encore une armée entièrement constituée par Kigali et Kampala. Mais entre eux, ils ne se connaissaient pas. Il fallait donc qu'un Rwandais qui les connaisse soit présent à leur première rencontre pour faire les présentations. J'ai vu un homme qui était en sandales, un vieux, mais qui semblait boiter, avec une tête rasée.
Mais je me suis dit, c'est lui, Kabila. Je les ai présentés un par un. Et j'ai introduit l'ordre du jour, c'est-à-dire la libération du Zaïre et la guerre contre Mobutu. Quelque temps après avoir pris le pouvoir, il va découvrir le prix de la compromission avec l'allié rwandais. Goma est occupé, Bukavu par le rebelle. Il n'y a pas de rebelle. Je vous ai dit que ce sont les Rwandais. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue pour que vous compreniez que ce sont des Rwandais? Ces messieurs ont trouvé trop de miel ici, qu'ils veulent revenir. Ils ne veulent pas quitter ce pays. Si seulement ils voulaient rester dans ce pays en respectant les autochtones, on les accepterait facilement. Mais ils y viennent en conquérant. Quelque temps après, il va payer cette alliance de sa vie. Il est assassiné dans son bureau. Et des alliances de cet ordre sont légion dans ce vaste ensemble qu'est la RDC. Jean-Pierre Bemba lui va en son temps s'allier à l'Ouganda au sein du MLC, qui va d'ailleurs donner lieu à une bataille épique contre les Rwandais sur le sol congolais. Autre exemple de cette alliance avec des étrangers pour déstabiliser leur propre pays, Alexis També Mwamba, qui va diriger le RCD Goma, encore soutenu et armé par le Rwanda. Wamba Diawamba, soutenu en son temps par le Rwanda puis l'Ouganda. La liste est longue et remonte loin dans le temps. Souvenez-vous, les gendarmes katangais, soutenus par l'Angola. C'est presque une constante dans le paysage politique congolais qui est essentiellement composé d'anciens rebelles ayant travaillé avec le Rwanda, l'Ouganda ou l'Angola. Et malgré les déconvenus, il ne semble pas en tirer les leçons. Le président Félix Tshisekedi fait plutôt figure d'exception dans ce paysage, puisqu'il est assurément l'un des rares à n'avoir pas été dans une rébellion et en contact, en deal avec le Rwanda. Avec lui, ils sont plutôt minoritaires. Les Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, Augustin Matata Ponyo, les principaux leaders qui ne se sont pas compromis avec le Rwanda ou l'Ouganda sont ceux-là. C'est donc très souvent avec la complicité des Congolais que la RDC est déstabilisée. Thomas Lubanga, qui lui fonctionnait avec son UPC financé par le Rwanda, vient de rejoindre l'AFC de Corneille Nangaa, qui tient Goma avec son groupe Zaïre. Bref, tout se passe toujours avec la complicité active des Congolais qui agissent contre leur pays. Ce qui fait toujours dire au président Paul Kagame qu'il s'agit de Congolais qui se battent entre eux. M23 are not Rwandans. These are Congolese. Ce qui n'est pas tout à fait vrai puisqu'ils sont toujours sous commandement des soldats et officiers rwandais sur le terrain. We have Rwandan communities in Congo who are Congolese. And by the way, these are not just Tutsis. It is the same social structure of our country that is also there in Congo. Like, in fact, we have other neighboring countries where they are, but they are citizens of those countries. Un argument très souvent martelé qui masque quand même un peu mal le but réel de la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Autre responsabilité des Congolais, la corruption endémique, notamment au sein de l'armée. S'il est avéré que le pouvoir de Kinshasa a au cours des 3 dernières années dépensé des sommes folles pour équiper son armée et améliorer la condition des soldats, il est évident que cet argent n'a pas servi à cela. On parle de plus de 2 milliards de dollars. Lorsque l'on regarde l'état de cette armée et les conditions dans lesquelles les troupes vivent et combattent, il est évident que cet argent n'est pas arrivé sur le terrain. Cela saute aux yeux que la corruption dans les chaînes de commandement a distrait cet argent. Avec un peu de volonté, de sérieux, cette armée aurait été capable de défendre l'intégrité du territoire. C'est d'ailleurs pourquoi, après cette débâcle qui a sérieusement affecté les Congolais, après cette grosse humiliation, les populations attendent impatiemment les résultats des enquêtes diligentées par le président Félix Tshisekedi pour savoir comment des sommes colossales ont réellement été dépensées. Il est évident que le commandant en chef doit également s'interroger sur sa part de responsabilité dans cette débâcle. Certes, il manifeste une réelle volonté d'en finir avec cette instabilité dans l'Est, mais le résultat ne semble pas lui donner raison. Un chef est toujours comptable des résultats de son équipe. Il doit assumer les victoires comme les échecs. L'impunité dont bénéficient quelques prévaricateurs, la corruption endémique de certains responsables de l'armée, la valse de quelques collaborateurs, le choix de l'entourage devrait peut-être être interrogé de sa part pour faciliter le dialogue avec toutes les parties. Devant une telle déculottée et l'avancée du M23 soutenu par le Rwanda sur le terrain de l'Est
le chef doit s'interroger urgemment pour savoir ce qui ne marche pas dans son dispositif. Si l'adversaire continue d'avancer sans grande difficulté, c'est bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans sa stratégie. Et c'est du rôle du commandant en chef de prendre ses responsabilités pour nettoyer les écuries d'Augias. Et chose évidente, le paysage politico-militaire congolais est entièrement à revoir. Tout au long de notre histoire de ces dernières années, des erreurs ont été commises. De croire qu'on pouvait intégrer dans une force armée des groupes de malfaiteurs, des groupes de bandits qui n'ont aucun patriotisme et penser qu'on peut les changer par le simple fait de l'intégration. Non, l'armée doit devenir un corps d'élite. L'armée doit devenir un creuset du patriotisme. Le modèle du dialogue intercongolais de Sun City, qui devait ramener la paix, a plutôt contribué à réunir et absoudre tous les rebelles qui ont trahi et ensanglanté le pays au fil des années. Il a permis de les reverser de façon chaotique dans l'armée, la police et autres corps de l'État. Un mélange hétéroclite qui n'est pas vraiment propice pour la création d'un ensemble homogène. Chacun continue d'être manipulé par son maître d'hier. Mais pour entrer dans l'armée congolaise dorénavant, je pense qu'il va falloir remplir certaines conditions morales. Et les gens du M23 ne sont pas éligibles dans l'armée. À la vérité, la corruption ambiante contribue à fragiliser ce pays et ne permet pas pour l'instant de créer un cadre propice à l'éclosion d'une armée forte, capable de défendre efficacement le territoire. Ce qui s'est soldé par le recrutement dans des conditions troubles de pseudo-mercenaires que l'on a vu en débandade devant le M23. Une situation ubuesque lorsque l'on sait les montants mis pour les recruter. Ils ont été cueillis comme des fruits mûrs à l'arrivée du M23 à Goma. Absolument pathétique. On saura, je vous le promets, combien ils ont coûté aux contribuables congolais. C'est pieds nickelés. Une chose est certaine, la corruption est tellement ancrée que certains Congolais, et pas des moindres, ont plutôt intérêt à ce que le chaos persiste. Surtout au sein des officiers véreux qui sont de grands propriétaires des mines ou qui travaillent pour des Chinois qui sont les vrais maîtres dans le Kivu. Derrière chaque Chinois, chaque Libanais, bref, chaque minier qui se cache dans l'artisanat, il y a un député, un ministre, un officier de l'armée ou un politique. C'est vrai que lorsque nous avons été sur le terrain à l'Est pour le documentaire que nous tournions consacré aux mines du Congo, à chaque fois que nous rentrions dans une concession, dans une mine, le Chinois, le Libanais et tous les autres aventuriers qui se retrouvent en RDC, qui ont contourné toutes les règles pour s'approprier des mines, se dépêchaient d'appeler leur ponte, leur protecteur à Kinshasa. Certains n'hésitaient d'ailleurs pas à nous menacer en nous rappelant qu'ils ont des soutiens importants dans la capitale. Des personnes tout en haut qui vont nous écraser. Pendant ce tournage, nous avons eu plus maille à partir avec les grands pontes du régime, les notables locaux, qu'avec les étrangers. Les plus gros risques encourus étaient avec les Congolais. Dans chacune des mines qui appartenaient aux Chinois et aux étrangers, nous avons rencontré des militaires qui les gardaient, des FARDC. On dit d'ailleurs au Congo que chaque député ou chaque homme politique a son Chinois. Parfois, je me demande si ce n'est pas chaque Chinois qui a son politique ou son général. Figurez-vous que certaines mines chinoises qui avaient été fermées par l'autorité du Sud Kivu après notre dénonciation ont été réouvertes sous la pression des autorités de Kinshasa. Au mépris de toute règle, ils n'ont rien à craindre du jeune gouverneur du Sud Kivu qui, malgré sa bonne volonté, semble avoir les mains liées. Ils peuvent polluer sans gêne et vendre leur or sans tracas. Et eux le vendent très souvent via le Rwanda ou directement en Chine. L'urgence pour les Congolais, que je ne vois pas se manifester pour l'instant en tout cas, est de taire leurs différends, leurs guéguerres de clochers, leur sempiternelle lutte pour le pouvoir, pour se souder derrière le plus important, l'intégrité de leur pays. C'est le moment pour la jeunesse et les cadres de s'unir pour une fois en dehors du partage du pouvoir, en dehors des politiques qui ont montré leurs limites afin de repenser leur modèle. Tant qu'ils ne feront pas de l'intégrité de leur territoire la priorité, ils seront toujours l'espace de conquête des autres. C'est le prix de la survie de ce vaste territoire pourtant largement doté par la mère nature. À vous jeunes de les contraindre à s'asseoir pour l'intérêt du pays. Chose assez frappante dans cette chute de Goma, le silence assourdissant des nations africaines. Si cette fois-ci certains pays européens et même asiatiques ont condamné l'invasion de Goma, même si c'est du bout de la langue, le silence des dirigeants africains était lourd, pesant. Un peu comme s'ils avaient peur des représailles ou comme s'ils ne se sentaient pas concernés. Seuls les acteurs tels l'Afrique du Sud, l'Angola, le Zimbabwe semblent avoir pris position.
Le reste des nations, hors ceux de l'AES, bizarrement est aux abonnés absents. C'est un peu comme si la maison de votre voisin brûle et vous détournez le regard. Si c'est cela le panafricanisme, je dois avouer qu'il n'a pas le figure. Je me souviens le président de Guinée, Bissau, Umaro Sissoko Embalo, président en exercice de la CEDEAO à l'époque, prenant son avion pour aller jusqu'en Ukraine pour parler et apporter son soutien à son homologue Zelensky. Il est également allé en Russie. Et là, pas de réaction face au drame qui se noue dans le pays le plus important, le plus prometteur d'Afrique. Ce qui parfois montre à quel point on manque de vision sur notre continent, de perspective. Ce qui se passe en RDC concerne tout le continent. Au-delà du fait qu'on ne peut pas laisser un pays s'accaparer le territoire de son voisin sans réagir, on risque de voir les plus gros avaler les plus petits. La RDC, qu'on l'aime ou qu'on la déteste, revêt une importance capitale pour tout le continent. Comme le disait Frantz Fanon, l'Afrique a la forme d'un revolver et la RDC est sa gâchette. La RDC représente une vraie opportunité pour toute l'Afrique, comme je le démontrais déjà il y a quelque temps à travers les chiffres et les sites dans 2 autres chroniques que je vous invite à regarder sur nos plateformes. C'est important et cela illustre l'urgence à s'impliquer. Le titre, Qui pour sauver la RDC? Vous comprendrez, j'en suis certain, l'importance de lutter pour la stabilité dans ce pays. I am Goma. Merci pour votre fidélité à notre chaîne et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre notre communauté. Vous êtes notre soutien et notre force. Et pour regarder tous nos contenus dans leur version non censurée, puisque YouTube et Facebook nous imposent parfois des restrictions, je vous invite à nous rejoindre sur nos plateformes Afromédia, notamment notre application Afromédia, où en plus d'avoir la version non édulcorée, non censurée de nos contenus, vous avez la possibilité de télécharger nos chroniques, nos reportages, nos documentaires, que vous pouvez regarder même hors connexion. Et surtout, restez vigilants, puisque malgré tout, des esprits retors continuent de multiplier de faux comptes Afromédia. Certains s'en servent même pour monter de sinistres opérations d'escroquerie. Soyez donc vigilants. Je vous prie donc de scanner le QR code qui s'affiche pour rejoindre notre univers Afromédia. Nous comptons bien sûr sur votre soutien et votre fidélité afin qu'Afromédia continue, à travers ses contenus, ses reportages, ses chroniques, ses magazines, de porter et vulgariser le narratif africain sans complaisance, mais sans condescendance.